Nous revoici pour un 4e épisode de notre balade au cœur du rétablissement, là où la liberté nous attend. Cette fois-ci, nous allons entrouvrir la porte au sujet du transfert des dépendances. En fait, le transfert des dépendances est au cœur de notre mission. Alors, c'est quoi ce transfert des dépendances? Arrêter une substance ou un comportement nocif n'est qu'un premier pas des plus importants, certes, mais si on n'adresse pas ce qui nous a poussés à consommer, on risque de transférer l'envie qu'on a de combler ce manque intérieur, soit dans d'autres substances, soit dans d'autres activités. On dit alors qu'on transfère sa dépendance. On va vous en parler. Aujourd'hui, il nous fait grand plaisir d'accueillir Nancy, une personne engagée dans son chemin de rétablissement. Une bénévole qui redonne généreusement à la communauté et qui connaît bien les services de l'organisme. Elle va nous partager son cheminement et notamment par rapport au transfert des dépendances. Un petit tour de table pour bien démarrer. Les voix que vous entendrez sont celles de l'équipe d'intervenants. José. Bonjour. Sébastien. Bonjour, hi. Mario. Bonjour. Et moi-même, Catherine. Et bien sûr, notre invitée, Nancy. Bonjour. Bienvenue Nancy, vraiment merci d'être là pour nous partager ton expérience. À travers ton vécu et ta voix, mais c'est celle de beaucoup d'autres aussi qui s'expriment. Alors Nancy, pour commencer, une petite question. Avec le recul, quand tu as arrêté de consommer, vois-tu que tu as eu tendance à transférer ta dépendance? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est très certainement. Et oui, j'ai eu tendance à transférer ma dépendance. C'est évident que j'ai transféré dans la nourriture. Au début, j'ai arrêté les consommations toxiques, et puis j'ai été chercher de l'aide. Mais avant de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passait avec cette maladie-là, avec cette dépendance-là, il s'est passé du temps. Et j'ai eu le temps de transférer ma dépendance dans la nourriture, à m'hyperalimenter. Alors, aussitôt que je vivais une émotion, c'était dans le garde-manger ou dans le frigo, puis beaucoup de sucre. C'est ce qu'on appelle manger ses émotions. Et voilà. Ouais. L'expression, c'est la plus simple, c'est la plus grande manifestation. Oui. J'en ai développé le diabète, là, même. Parce que déjà, j'avais fait du pré-diabète, mais je n'étais pas diabétique. Je suis devenue diabétique avec cette tendance-là. C'est notre corps là, qui paye, qui fait les frais de cette maladie de dépendance-là. Fait qu'il faut prendre ça au sérieux, là. Donc, ce que j'entends, Nancy, c'est que tu as arrêté de consommer, mais que tes émotions, tu savais pas les gérer pareil. Donc, tu cherchais quelque chose d'autre pour pouvoir ne pas les gérer. C'est ça. Mais sans être plus ou moins consciente de tout ça, là. Je comprenais pas encore tout de la maladie de la dépendance. Quand est-ce que le déclic est venu, Nancy, que tu t'es dit, il y a quelque chose qui pose problème là-dedans, j'ai pas réellement réglé le problème de fond? La prise de poids. La prise de poids. Ça ment pas. Non, ça ment pas. 50 livres, quand tu mesures 5 pieds 1, c'est une catastrophe. C'est pas une prise de poids, c'est une catastrophe. Il n'y a plus rien. C'est ça. Fait que, en peu de temps, là, en 2 ans, là, 50 livres. Là. Donc, là, c'était comme pas normal. Là. Puis j'avais pas un tempérament pour être grassette non plus, là. Puis aussi, je mangeais même la nuit quand je me levais. Au lieu de fumer, là, cette fois-là, je mangeais. Fait que, non, là, j'ai fait une prise de conscience que... on dirait qu'il se passe quelque chose, là. Puis c'est à fréquenter les fraternités aussi que j'ai eu des partages de gens qui avaient transféré aussi, puis je me suis reconnue. Donc, j'avais quelque chose à aller voir là, puis j'avais à comprendre la maladie aussi. On dit que c'est la maladie des émotions. C'est qu'il y a des émotions que j'ai pas appris à gérer, que j'ai pas appris à vivre avec ces émotions-là. La peur, la peine, beaucoup de peine. Et je savais pas quoi faire avec ça. Et plus ou moins consciente de tout ça aussi. Puis, quand elles se présentaient, ces émotions-là, je compensais par l'alimentation pour anesthésier le mal à l'aise que ça me donnait, l'anxiété que ça me causait. Ça passait mieux en mangeant. Comme un cercle vicieux aussi que je décèle, là, une forme de
je mange, je compense, ça a des effets néfastes, je ressens des émotions désagréables qui s'ajoutent à l'équation, comme la culpabilité, la honte. Oui. Puis là, ça devient un autre vecteur de consommation excessive de nourriture. Fait que ça finit pas, là. En plus d'être dépendante, j'étais obèse, là. Et ça se rajoutait, oui. C'est ça. Tu sais, ici, à Don Rémy, en tout cas, moi, j'y crois beaucoup que la dépendance affective, c'est la mère de toutes les dépendances. Donc, si on a développé d'autres dépendances qu'on appelle des dépendances visibles, c'est qu'en dessous de ça, il y avait de la dépendance affective. Est-ce que c'est une dépendance qui a été importante ou comment ça s'est vécu dans ton transfert de dépendance? Est-ce que tu sentais qu'il y en avait à l'intérieur de toi de la dépendance affective? Est-ce que tu t'avais connecté à cette réalité-là? J'ai connecté assez tardivement parce que dans mon cas, de 17 ans à 32 ans, j'étais avec le même conjoint. Donc, ça s'est fait assez tardivement. Mais quand on s'est séparés, quand j'ai divorcé, là, j'ai commencé à rencontrer des gens, rencontrer des messieurs et à m'apercevoir que j'étais comme dans une roue le jour de la marmotte. En fait, les mêmes problèmes se représentaient tout le temps. Les mêmes erreurs. Je me ramassais dans des situations qui était abracadabrante, puis je me disais, voyons, ça se peut pas, je suis intelligente, puis pourquoi je me ramasse dans ces situations-là? Puis au début, je blâmais le conjoint, je blâmais les autres. Mais à un moment donné, quand ça fait 4 ou 5 fois que tu répètes la même histoire, je me dis, oh, là, j'ai le dénominateur commun, là, c'est moi, c'est pas les autres. Fait que je pense que c'est moi qui ai un problème, je prends pas le temps de choisir mes conjoints. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à me rendre compte que j'avais un problème. Puis comme j'avais des enfants, en bas âge, un garçon et une fille, j'ai décidé carrément de couper le côté affectif pour protéger mes enfants. Parce que je les élevais toutes seules, puis je voulais pas les mettre dans des pétrins que c'était pas eux autres à payer pour. Fait que j'ai été comme presque 10 ans toute seule. Fait que c'est comme ça que je me suis aperçue que j'étais indépendante. Et il y avait un fond, il y avait quelque chose à aller voir. J'avais besoin d'aide. J'avais vraiment besoin d'aide. Juste toute seule, c'est difficile parce qu'on a des angles morts. Alors, il a fallu que j'aille chercher de l'aide. Donc, si je comprends bien, Nancy, durant les 10 ans où tu as été toute seule, il n'y a pas vraiment eu un travail sur la dépendance affective qui a été fait. C'est vers un retour de conjoint 10 ans plus tard que tu as vraiment réalisé qu'il n'y avait rien de changé. C'est-à-dire que, oui, il y avait un travail qui s'était fait d'une prise de conscience. J'avais mis fin à une relation qui ne me convenait pas, puis j'avais vu une amélioration parce que je n'étais pas retournée dans cette relation-là, même si l'autre insistait. Fait que je trouvais que j'avais avancé. Sauf que ça s'arrêtait là. Tu sais, j'avais pas d'autres outils, je me connaissais pas plus que ça. J'avais vraiment besoin d'aide pour continuer à explorer cette partie de moi qui était inconnue puis qui est présente. On a tous besoin d'affection, on a tous besoin de se réaliser là-dedans aussi dans la vie. Puis moi, je m'interdisais ça. Je m'interdisais ça parce que je manquais de connaissances puis je me faisais pas confiance. Alors, j'avais besoin d'aide. Et à Don Rémy, bien, j'ai trouvé. Qu'est-ce qui t'aide le plus maintenant, Nancy? La confiance en moi-même. Mon estime de moi qui est augmentée. Et un groupe d'appartenance aussi où ce que je peux venir me déposer, m'ouvrir avec confiance, chercher du support, être entouré de gens supportants. Ça m'aide beaucoup. Ce que j'aime dans l'histoire de Nancy, c'est que tu as navigué un peu dans les essais puis dans les erreurs, mais il y a eu de l'introspection tout au long. Puis je pense que ça fait partie de ce qui est le plus important dans l'équation, c'est de s'en rendre compte. On ne peut pas changer un problème chez quelqu'un qui n'en voit pas un, puis d'avoir le courage puis l'humilité de reconnaître que, hey, tu sais, ça suffit là, de blâmer les autres. Là. J'ai quand même à me regarder dans le miroir, puis c'est ce que tu sembles avoir fait, puis d'oser lever le flag, puis de dire, regarde, j'ai besoin d'aide, puis regarde où ça te mène aujourd'hui, invité où tout le monde en parle des podcasts. Rien de moins. Mais merci beaucoup, Nancy. On va continuer la discussion. Je t'invite à intervenir quand tu veux. Merci. Alors, j'ai le goût de vous lancer cette question. Nancy, elle nous a parlé aussi de sa dépendance affective. C'est quoi le lien avec le transfert des dépendances? La dépendance affective, comme on l'a dit tantôt, c'est la mère de toutes les dépendances. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est que quand j'arrête de geler mes émotions, de geler ce qui se passe à l'intérieur de moi, je vais ressentir de façon un petit peu plus aiguë le vide. Ce vide
Moi, j'aime ça appeler un espace à combler maintenant au lieu de parler d'un vide à remplir. Ce vide-là va venir nous connecter finalement à notre détresse affective. Cette détresse-là affective, elle est très douloureuse, elle est très souffrante et c'est elle souvent qui nous a amenés vers la consommation pour venir l'anesthésier. Donc, il y a des gens qui vont penser qu'en cessant la consommation d'une substance, ils ont réglé leur problème. Et là, ils réalisent qu'en dessous de ça, il y avait quelque chose de caché qui était la dépendance affective. Donc, cette dépendance-là affective, comme elle crie fort, bien, je ne veux pas retourner à la dépendance ou à la substance que je viens d'arrêter. Donc, je vais m'en aller vers une autre dépendance pour pouvoir, encore une fois, geler ou anesthésier la douleur qui est créée par la dépendance affective. Tu sais, parce que le transfert de dépendance, finalement, c'est d'une dépendance à l'autre. Alors, tant que je ne vais pas adresser les causes profondes de ma dépendance, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher des moyens de soulagement à l'extérieur de moi, puis souvent par l'utilisation de comportements dépendants. C'est rapide, c'est instantané. Donc, je vais avoir une tendance à aller un peu comme Nancy le disait, vers le sucre, vers le magasinage, nomme-les toutes. On peut être dépendant de n'importe quoi, là. C'est des béquilles, dans le fond. Absolument. C'est un comportement mal ajusté, mais c'est un comportement qui a été utile aussi. Il a été utile parce que ça nous a apporté du plaisir et du soulagement. Donc, quand on lâche, ben on se retrouve un peu, tu sais, l'univers tolère pas de vide. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour remplacer ça? Donc, est-ce qu'on peut dire, Josée, que la dépendance affective est un peu plus cachée et que c'est cette souffrance-là qu'on n'arrive pas à gérer qui nous fait aller combler pour geler cette souffrance-là, pour la combler dans toutes les autres dépendances? Bien, moi, c'est ma croyance, puis c'est mon vécu personnel, puis c'est aussi ce que je vois chez beaucoup de personnes qu'on accompagne, de participants. Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est la mère de toutes les dépendances, parce qu'en dessous des comportements, mes autres comportements dépendants étaient utiles pour venir geler cette souffrance-là. Donc oui, c'est caché. Puis souvent, l'affectif, c'est quelque chose qu'on va traiter en dernier, parce qu'on se dit « Ah, c'est la substance qui est problématique. » Oui, mais il y a quelque chose en dessous de ça qui t'a amené à utiliser une substance. Je trouve que c'est normalisé aussi. Tu sais, comment Nancy l'a dit tantôt, avec raison, on a tous besoin d'amour, tous besoin des besoins naturels, bien sûr. Si on transfère directement dans quelque chose qu'on considère comme étant normal ou banal ou humain, bien, les risques de tomber dans le piège, de ne pas voir les signaux. On s'entend, si je consomme des drogues fortes, là, je les vois, les signaux sont dans ma face, là. Des fois, c'est un peu hasardeux, pernicieux. Ça se fait par la bande à travers un autre être humain. Puis ça prend parfois plus de temps à prendre conscience. D'ailleurs, Nancy l'a bien dit, ce qui l'a plus aidé, c'est de reprendre confiance en elle, de retrouver une estime intérieure qui vient avec une sécurisation affective de base, de soi-même, à l'intérieur de soi, retrouver sa valeur intérieure, retrouver cette... Moi, j'aime ça dire le mot de sécurisation affective. Je parle ma vision intérieure, c'est comme si j'avais un socle dans le fond, puis que je peux la nourrir, puis qu'elle me sert de sécurité, parce que je m'aime assez à l'intérieur de moi, je me reconnais assez. Parce que qu'est-ce que c'est s'aimer? C'est toute une grande question, mais se reconnaître, se donner de l'importance, se donner de la valeur, sans rentrer dans le coq qui se prend pour plus d'importance qu'il n'est. C'est une navigation avec aussi les autres, évidemment, mais pouvoir se reconnaître dans cette valeur inconditionnelle. Moi, quand j'ai arrêté de consommer, je ne savais pas comment vivre avec mes émotions. Donc, d'arrêter de consommer, oui, c'était important pour me donner accès à ces émotions-là, mais je ne savais même pas comment dealer avec ces émotions-là. Puis moi aussi, j'ai fait beaucoup de transferts de dépendance. Donc, la nourriture, ça a été un transfert de dépendance. La sexualité, ça a été un transfert de dépendance assez important. Le magasinage compulsif, ça a été un transfert de dépendance parce que ça m'apportait du soulagement et du plaisir. Et moi, je ne savais pas où aller trouver de l'apaisement et du plaisir en dehors que dans mes comportements compulsifs.
Puis ces comportements-là, ils m'apportaient, moi, pendant des années, comme j'avais pas de sécurité intérieure, un peu ce que Catherine vient de dire, en raison de ma dépendance affective, j'étais insécure dans mon attachement affectif. La dépendance m'apportait cette sécurité-là parce qu'elle venait geler ça. Donc, de cesser de consommer, ça me mettait en état d'insécurité profond. Et c'est pour ça que j'allais vers d'autres dépendances, faire un transfert de dépendance pour retrouver un semblant de sécurité à l'intérieur de moi. Donc, lâcher ça, c'était extrêmement risqué. J'avais peur. Moi, je me dis, mais comment je vais faire? Puis j'ai appris, avec le travail que j'ai fait sur moi, à me fier sur mes ailes et non à la branche. Parce que l'oiseau, il se fie pas à la branche, il se fie à ses ailes. C'est comme ça que j'ai développé tranquillement ma sécurité intérieure, puis que le transfert de dépendance a pu tranquillement s'estomper, s'arrêter. Moi, j'ai vécu quelque chose d'intéressant, difficile aussi, mais pendant la pandémie. On s'entend que la pandémie, ça a été des plus anxiogènes et l'isolement, qui est un gros facteur des rechutes aussi, ça a été très difficile pour beaucoup d'entre nous. Puis, je savais que le travailler trop, ce qu'on appelle le workolisme, ça existait, mais je voyais pas comment ça pouvait arriver. Je me voyais pas à risque de ça. On est des intervenants, n'oublie pas, hein? Ça ne nous arrive pas à nous. Mais les autres transferts, je pouvais les voir venir de plus loin, mais lui, je l'ai pas vu venir. Et comme juste au début de la pandémie, j'ai commencé ici à être directrice, puis qu'il y a eu énormément de travail et de choses à faire, je suis tombée dans un workolisme. Donc, c'est comme quelque part, je me suis retrouvée là dans une situation où je revivais une dépendance à mon travail. J'avais des idées compulsives. Le soir, j'avais un bloc à côté de mon lit, puis je me réveillais, j'écrivais. Et au fil du temps, quand José et Sébastien ont été engagés, que les choses se soient un petit peu, pas dire normalisées, mais apaisées, ben, je continuais à avoir ça. Et donc, j'étais devenue addicte à cette adrénaline qui était là de ce que me procurait le stress, quelque part, par rapport au travail. Et ça a été le même travail, le même rapport que pour les autres dépendances, de revenir en moi, d'aller regarder ça, de m'apaiser, de me resécuriser, d'aller trouver en moi plutôt qu'à l'extérieur les bénéfices que je trouvais à d'autres endroits. Et c'est important d'avoir cet œil qui regarde aussi. Ce miroir qui est là, comme tu disais, Nancy, dans l'angle mort, on a des angles morts, et d'aller regarder pour éviter de repartir dans une roue. Pour appuyer ce que Catherine vient de dire, je crois que c'est là que c'est important d'avoir des gens qui nous entourent, de faire des ateliers, soit rencontres individuelles, avoir un thérapeute, pour justement qui nous guide vers les angles morts que nous, on ne perçoit pas. Donc, quand je regarde dans les ateliers, les commentaires que les participants peuvent faire entre eux, ça permet justement de voir des angles morts, ça réveille quelque chose. T'sais. Puis nous, en tant que dépendants, puis pour faire un peu de pouce aussi sur José, j'aime bien son image de l'oiseau qui se fie à ses ailes au lieu de la branche. Nous, en tant que dépendants, souvent, ce qu'on passe notre vie à chercher, c'est la branche qui va nous sécuriser. On pense même pas qu'on a des ailes sur lesquelles on peut s'appuyer. L'amour vient toujours de l'extérieur. Ma sécurité vient de l'extérieur. Et le retour vers soi, le miroir, nous permet justement de voir qu'on peut prendre soin de ses besoins, ce qui nous aide à sortir de notre dépendance. Moi aussi, je suis très fan de l'image de José. Je trouve que ça relie beaucoup à la fresque ici. Donc, l'image de la chaîne qui mène vers un oiseau qui prend son envol. Par rapport à l'oiseau que José, auquel tu fais référence, je pense que ton oiseau, je sais pas c'est lequel oiseau qui chante beaucoup, mais t'es définitivement celui-là que tu es. Parce que José chante tout le temps, c'est ça la blague? Je chante au grand plaisir de Sébastien. Blague à part, il y a quelque chose de profond dans la certitude, du moins de changer sa perspective par rapport à la consommation, par rapport aux drogues, par rapport au travail aussi. J'aime bien Catherine a mis ça de l'avant parce que des fois on le sous-estime ou on le normalise, ça aussi. Ça renforce l'idée suivante. Les substances ou les habitudes ou les éléments de nos dépendances sont le symptôme et non le problème.
Et à partir du moment où on transforme ça dans notre esprit, puis qu'on arrête de voir ça comme étant, ben si j'arrête de consommer, tous mes problèmes vont être réglés. Ben il y en a plein de gens qui sont fonctionnels. Vous me voyez pas, mais je mets des guillemets actuellement, là, mais qui ont toutes sortes de problèmes qui ne sont pas avoués. L'être humain tend à attendre d'avoir un problème manifeste et très visible avant de se réajuster. Eh bien, nous, on voit ici la substance X ou Y comme étant le symptôme d'un problème plus profond. Quand on aborde et on adresse le problème ou les problèmes plus profonds, bien là, on vient prévenir la rechute et le transfert. Pourquoi? Parce que les raisons qui me poussent à adopter une conduite X, bien, si je les adresse, pourquoi j'aurais besoin d'une conduite Y? En même temps, il faut choisir ses batailles. J'entends souvent aussi que hey, je viens d'arrêter de boire de l'alcool, je viens de compenser dans le café, je viens de compenser dans le tabac. C'est quelque chose qu'on remarque énormément. Puis je pense que c'est important aussi d'adresser. Ça prend beaucoup de courage pour arrêter une substance. Puis tout faire à la fois, c'est pas toujours gagnant. Mais c'est quelque chose qui s'observe. Là. Regardez-vous, là, introspectez-vous, là, gens qui nous écoutez, puis demandez-vous si vous n'avez pas un jour ou l'autre adopté une telle conduite sans nécessairement vous en rendre compte. Et c'est plus commun qu'on pense. Donc, je suis convaincu qu'il y en a certains d'entre vous qui se voient aller en ce moment. Bien, tu sais, dans le livre Amour toxique, Diane Borgia l'explique très bien en disant que on peut développer, entre guillemets, des dépendances saines. Et ça va être utile au début parce que nos dépendances nocives ont laissé de l'espace. Et si je veux réapprendre à vivre d'une façon... Tu sais, on a un peu dénaturé notre cerveau, on a carburé avec beaucoup trop de dopamine. Donc, notre pharmacie interne n'est pas tout à fait ajustée. Fait que, tu sais, si je crée un vide à l'intérieur de ma vie, je vais chercher à vouloir le compenser. Fait que dans ce livre-là, il y a entre autres toute une liste de dépendances saines à développer, c'est-à-dire une dépendance qui n'est pas nocive. C'est une dépendance qui ne me causera pas de désavantages et d'inconvénients aussi importants que mes substances. Donc, ça se peut que je me mette à faire un petit peu plus d'exercice ou à utiliser, comme Sébastien disait tantôt, peut-être un petit peu plus, boire un petit peu plus de café. Mais en comparaison à ce que je faisais avant, il y a une amélioration. Donc, je suis plus à la même place et plus aussi nocif et destructeur pour moi. Donc, ce remplacement-là, il est important aussi. J'aime bien l'expression de Mario, des fois, qui dit « se donner un break ». C'est une version censurée. Ultimement, de dire, regarde, on peut-tu ne pas se taper sur la tête, être un peu plus indulgent envers nous-mêmes, puis se dire, regarde, je peux y aller à mon rythme, puis je serai pas plus blanc que neige ou plus sain que le pape, peu importe l'expression. On a tous une petite partie de nous qui est dépendante de quelque chose. Parlait Sébastien de s'introspecter, en tout cas d'avoir conscience. Comment on peut savoir qu'on est en train de transférer une dépendance? Moi, à un moment donné, je magasinais, là, puis juste de penser que j'allais magasiner, je m'amenais dans un état d'euphorie. Et là, je me disais, attends, c'est pas normal, là, je vais juste m'acheter du linge. Puis c'était rendu que j'avais plus de linge qu'il y a de jours dans l'année, là. Fait qu'il y avait comme quelque chose qui ne marchait plus. Puis pendant que je magasinais, je gardais cette espèce d'adrénaline-là, mais quand je revenais chez nous, ça durait quelques minutes, puis là, la culpabilité embarquait. Donc, je me disais, mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai dépensé de l'argent. Puis je me plaçais dans des situations financières qui étaient précaires parce que je dépensais bien plus d'argent que je devais en dépenser. Donc, pour moi, la fréquence, l'obsession, ce que ça m'amenait comme soulagement et apaisement rapide et plaisir rapide, c'était pas ajusté, là. Il y a quelque chose là-dedans qui me disait, je suis pas à la bonne place. Moi, je dirais, Catherine, l'intention. Tu sais, notamment dans le magasinage, personnellement, c'est quelque chose à laquelle je dois faire attention. Puis souvent, je me questionne, c'est quoi mon intention? Puis des fois, je magasine purement de façon ludique, dans le sens où on dirait que je magasine des rabais qui sont satisfaisants, mais ultimement, je remplis mon panier pour ne pas l'acheter. Je bénis les dieux d'être capable des fois de me retirer, des fois moins, là. Mais ultimement, tout est dans l'intention de ce pourquoi, de quoi mon comportement est motivé. Je trouve que ça va nous mettre la puce à l'oreille. Si j'ai perdu le contrôle, je commence à plus trop savoir pourquoi. Je commence à plus trop comprendre comment je fonctionne, comment je raisonne, puis je deviens un peu sur le pilote automatique. Moi, je pense que c'est quelque chose à laquelle on gagne tous à porter attention parce qu'une fois qu'on arrête de se voir, ce que j'ai apprécié dans ce que Nancy et Josée ont dit, c'est qu'il y avait une forme d'introspection, une forme je suis capable de me regarder puis de dire « Wow, je vais trop vite ». Quand on est sur l'autoroute, là, à partir du moment où on roule à 130 puis on s'en rend compte, c'est notre responsabilité d'enlever le pied puis de diminuer la vitesse. Si on s'en rend pas compte puis on se voit pas aller, on ne pourra rien régler. Merci tout le monde. On pourrait encore évidemment en dire beaucoup sur le sujet, mais nous voici venus au moment de notre boîte à outils. On va vous partager quelques petites pratiques simples pour prévenir le transfert des dépendances.
Moi, ce que j'ai à vous proposer comme outil, c'est, tu sais, on parle beaucoup du jeûne intermittent dans la nourriture. Moi, c'est le jeûne intermittent de dopamine. Donc, souvent, quand on veut se défaire d'une dépendance, on reste avec on va beaucoup chercher des sensations où on va avoir des comportements qui vont nous apporter des sensations intenses. Puis on s'en rend pas compte, mais plusieurs fois par journée, on va aller se mettre dans un état d'euphorie. On va aller surstimuler la dopamine à l'intérieur de nous. Donc, pour pouvoir l'équilibrer davantage, moi, ce que je vous invite à faire, c'est un inventaire des comportements ou des actions que vous avez qui font, puis généralement on le sait, qui vont venir faire monter votre dopamine et de jeûner un peu par rapport à ces événements-là, à ces actions-là, c'est-à-dire de les décaler dans le temps. C'est-à-dire que si j'avais tendance, par exemple, à aller sur Facebook 4 fois par jour parce que ça m'apporte du plaisir puis ça fait monter ma dopamine, bien, je décide que j'y vais 1 fois par jour. Donc, je fais un jeûne intermittent pour pouvoir rééquilibrer le niveau de dopamine dans mon cerveau. Donc, un jeûne intermittent de dopamine, c'est mon outil. Un truc que je mets en pratique aussi qui m'aide, c'est organiser ma journée. Au lieu de me laisser aller dans le temps, balloter dans le temps, puis perdre dans mes idées, puis foncer dans le transfert. Organiser mon agenda. Dire ma méditation le matin, mes petites lectures, et ainsi de suite. Organiser mon agenda quotidiennement. Moi, ça va un peu dans le même sens de Josée aussi, en utilisant la pleine conscience. Donc, je vais aller en me posant la question, qu'est-ce qui me motive à prendre ces décisions-là? Au lieu d'aller de façon automatique vers ce comportement-là, je regarde si je peux revenir 2 secondes en avant et me faire un arrêt sur image, puis de me poser la question, qu'est-ce qui me motive à aller vers ce comportement-là? Josée prenait l'exemple de Netflix. OK. Est-ce que c'est parce que j'ai besoin d'un moment récréatif ou est-ce que je suis en train de combler ce manque-là, justement, intérieur, que je ne sais pas quoi faire d'autre et je suis un peu en insécurité intérieure? Si c'est pour aller combler un manque intérieur, mais je vais peut-être commencer par un exercice d'ancrage. Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais faire qui pourraient me donner plaisir, mais aussi faire en sorte que ma journée soit plus équilibrée, soit plus intéressante? Pour aider à identifier s'il y a un transfert de dépendance, moi, ce que je suggère ou je regarde souvent, c'est la répétition du comportement qui est insatisfait lié à l'obsession. Donc, je vois que je répète les gestes, mais c'est un peu comme ma dépendance. Malgré que ça me rend malade, j'en bois pareil ou je consomme pareil. Fait qu'il y a certains comportements qui, dans mon cas, m'ont amené à répéter le même geste, le même comportement, mais j'arrivais toujours à l'insatisfaction au bout. Donc, il n'y avait pas de durée. Un peu comme Josée, elle disait, je vais magasiner, j'ai un plaisir, j'ai une satisfaction au moment du magasinage. Un coup, c'est fait. Je retombe dans l'insatisfaction et dans la culpabilité. Moi, ça me permet de voir dans mon comportement qu'il y a une forme de dépendance nocive. Au risque d'être cliché, pour moi, ce qui fonctionne, c'est d'être capable de faire concorder des actions qui répondent aux mêmes besoins. Parce que si je bois parce que je vis l'anxiété, fort probablement que je risque de transférer des actions futures si je perçois un lien entre les deux. Mais juste de prendre conscience qu'il y a un besoin derrière, ça revient un peu à l'intention, ce que je disais tantôt, ou qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qui motive ce comportement-là. Et si je le sais d'avance, bien, au moins, je vais peut-être être plus vigilant vis-à-vis l'éventuel transfert de dépendance. Bien, merci à tout le monde. Un mot de la fin, quelqu'un? Ben moi, j'aurais peut-être envie de vous dire que pour régler la dépendance et éviter le transfert de dépendance, c'est nécessaire de régler le besoin qu'il y a en arrière de ça. Merci Josée, merci à tout le monde. Alors nous, on continue à mettre nos ressources en œuvre pour enregistrer d'autres épisodes. Et n'oubliez pas, c'est dans la balade au cœur du rétablissement que la liberté nous attend. L'équipe est là pour vous au 56 rue Turgeon à Sainte-Thérèse ou sur notre site web www.donremystetherese.com. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.